Bonjour à tous et bienvenue dans Calmos le podcast. Je suis Hugo Alexandre et je retrouve comme tous les 15 jours mon camarade de Calmos, David Honora. Salut David. Salut Hugo, ça va? Pas trop chaud? Si, j'ai très très chaud. On enregistre au cœur de la canicule, donc il fait 35 degrés. Bon, il y a des petits bruits de ventilo au fond peut-être, sauf si on a réussi à bien mixer le podcast, parce que sinon normalement quand vous écoutez ça, on est sorti de la canicule peut-être. Ouais, ce sera mardi. Donc normalement il y a eu un orage salutaire le week-end dernier. On sait pas. Vous nous direz en commentaire si ça va mieux. Mais on revient donc avec un season final de Calmos le podcast, puisque c'est le dernier épisode de la saison. Après une saison riche où on a testé plein de petits formats. Donc on a le format racontage, on a le format papier dans un bol. Et aussi ce format, donc on est tous les deux et on discute des derniers films qu'on a vus, on fait un petit peu une discussion à bâton rompu. Et donc aujourd'hui, on va certainement parler des derniers films qu'on a vus. Et toi, tu m'as dit que tu as vu Obsession et Backroom, des films qui font beaucoup parler ces temps-ci. Toi, tu les as pas vus, donc il va falloir que je te raconte. On parle de ça. Enfin, j'ai vu des extraits de Backroom, la série YouTube, ouais. Enfin, j'ai pas vu jusqu'au bout, mais en tout cas, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Mais effectivement, on peut peut-être parler d'abord du fait qu'on a sorti une vidéo début juin, le dernier épisode de Rigolo sur Mission Cléopâtre. En vrai, il me semble que les premières lignes de cette vidéo, on les a écrites genre il y a 2 ou 3 ans, quoi. Ouais, de toute façon, c'est un film dont on nous demandait souvent d'en parler. Et on repoussait un peu l'échéance parce que c'est un très très gros morceau dans l'histoire de la comédie française. On a pris le temps et on a fini par sortir une vidéo. En tout cas, on est super content parce que les retours étaient cool. C'était un peu tricky parce qu'il y avait plein de sujets qu'on voulait aborder. Il y a l'adaptation de BD en comédie, c'est un vaste sujet et on voulait prendre le temps d'en parler. Et puis il y a aussi cette ouverture un peu sociologique sur qu'est-ce que ça racontait de la France de l'époque. Et ça a été bien reçu. Enfin, c'est assez enthousiasmant, les commentaires, toutes les conversations qu'il y a autour, et ça donne envie. D'ailleurs, pour le coup, normalement, le prochain épisode de Rigolo, il devrait arriver plus vite. On a déjà avancé dessus. Ouais, on va travailler dessus cet été, et c'est aussi pour ça qu'on fait une petite pause du podcast, et on va se concentrer sur Rigolo 17. Donc, qui devrait sortir normalement à la rentrée. Donc, on est reparti au turbin. Et sinon, sur Mission Cléopâtre, est-ce que on peut faire un petit débrief? Est-ce que toi, par exemple, t'as appris des trucs en préparant cette vidéo? Est-ce qu'il y a des choses que tu ignores? Parce qu'en fait, quand on fait une vidéo sur Rigolo, l'idée, c'est aussi de nous apprendre plein de choses sur le sujet qui nous intéresse et un peu percer des secrets de comédie, des choses comme ça. Est-ce que toi, t'as été édifié par notre propre travail? En fait, dans les recherches, il y a quand même des trucs qu'on a un peu découverts ou que j'avais pas très bien en tête ou que j'avais jamais vu. Par exemple, la première pseudo-adaptation live-action dès les années 60 avec Jean-Yann et compagnie, de Romain Angaul, j'en avais jamais entendu parler. Pareil. Il y a des trucs, des détails, notamment l'implication de Thomas Langman, qui très jeune, en gros, poussait son père, Claude Berry, à vraiment faire cette adaptation. Ça, c'est intéressant. La manière dont aussi il y a le fait que Daniel Auteuil a failli jouer Astérix, ça c'était un truc. Ouais, ça je peut-être savais j'avais vu passer, mais j'avais oublié. Et je savais pas qu'il existait une photo en plus. Enfin, dans l'épisode, on montre la photo de Daniel Auteuil en Astérix. Il aurait pu être bien en Astérix. Il sait tout faire, Daniel Auteuil. En fait, je pense que c'est un rôle plus interchangeable, quoi. C'est moins critique que Obélix, cet élément de casting, je pense. Il l'aurait fait différemment, en fait. Ça aurait été intéressant, quoi. En tout cas, je pense que ça aurait été sûrement... D'ailleurs, Depardieu, qui du coup ne l'a fait que 2 fois, a proposé 2 versions déjà très différentes. Et en fait, en vrai, sur les films en live action, c'est vrai que ça changeait à chaque fois, quoi. Parce que même les 2 versions de clavier sont différentes. Et après, t'as quoi? C'est Clovis Cornillac, Édouard Baird et Guillaume Canet. À chaque fois, c'est des versions un petit peu différentes. Ouais. Il y en a aucune qui est quand même parfaitement convaincante. Enfin, moi, je trouve que au cinéma, en tout cas, la version dessin animé du petit Astérix, un peu pince sans rire, vraiment le petit Gaulois futé,
c'est dur de trouver celui de la version du dessin animé, quoi. Enfin, le dessin animé rend vraiment justice à la BD, quoi. C'est vraiment comme ça que je vois le personnage. Oui, c'est vrai que celui de Clavier dans Mission Cléopâtre, il est super, mais c'est pas le petit futé qui a toujours une idée. Il est plus en retrait. Et pareil dans le premier, en fait, il est possiblement inadaptable ce personnage. Donc t'es forcément obligé d'inventer quelque chose d'autre. Et donc ça ressemble à la patte du réalisateur à chaque fois, quoi. Et je dirais qu'avec Clavier, il a un côté un peu trop daron. C'est-à-dire que en fait, dans la BD, Astérix, il est quand même sage. Enfin, c'est un peu une voix de la sagesse, mais il y a un côté quand même jeune. Pas que jeune dans l'âge, mais aussi un peu jeune dans sa tête. Attends, tu dirais qu'il a quel âge, Astérix? Parce que je me suis jamais posé la question. Mais franchement... Ça, c'est une très bonne question. C'est comme on avait demandé à Hergé l'âge de Tintin, et il avait une réponse, et pour lui, Tintin, il a 14 ans. Et alors, je m'étais jamais dit que Tintin, c'est un ado, quoi. Et en fait, il a pas d'âge. Et Astérix, c'est pareil, en fait. Bon, il a certainement pas 14 ans, Astérix, mais on sait pas s'il a 25 ou 40. Il a une bonne moustache, quand même. Je dirais plutôt la quarantaine, quand même. Ah, moi, je dirais plutôt 25, justement. Enfin, je le trouve plutôt jeune, quand même. Mais en plus, c'est vrai que les Gaulois, ils mouraient à 22 ans, donc en fait, c'est pas possible. Ouais, une septicémie vite arrivée. Ouais. Et d'ailleurs, parce que justement, une des meilleures refs en dessin animé, c'est les 12 travaux d'Astérix, et le prochain film en live action de Jonathan Cohen, c'est les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Et d'ailleurs, qui joue c'est Jonathan Cohen qui va jouer Astérix? Non. Ah, ça, je sais pas du tout. Si. Attends, je sais pas s'il y a cette info. Putain, Jonathan Cohen en Astérix, j'ai du mal à me projeter, hein, j'avoue. Ah non, ne jouera pas Astérix lui-même. Je viens de voir passer un article. T'en penses quoi d'ailleurs ce film? T'as des attentes? Tu penses que ça peut être une réussite ou Bah, je pense que la meilleure posture à adopter, c'est de ne pas avoir d'attente et d'être éventuellement agréablement surpris. Même si je suis pas sûr d'être agréablement surpris, quoi. Parce qu'en fait, Jonathan Cohen, je l'aime bien comme improvisateur de génie, mais comme scénariste, j'ai un peu des doutes. La Flamme. La ref, c'est plutôt La Flamme et le Flambeau, ouais. Je pense qu'on va être sur un Astérix, surtout en plus avec le côté très segmenté des 12 travaux. En fait, les 12 travaux d'Astérix, ça pourrait presque être un show télé comme La Flamme ou le Flambeau. Donc, je pense qu'on peut être vraiment resté dans cet esprit-là. D'ailleurs, il y a aussi des scénaristes en commun. Ouais. Et tu peux avoir il y a beaucoup de personnages secondaires avec lesquels tu peux retrouver une forme qui se rapproche du Flambeau, qui est un truc il y a une sorte de, même une dynamique de jeu structurée qui me semble un peu similaire, en fait, au Flambeau ou à la Flamme. Ouais, en fait, c'est à double tranchant le fait que ce soit segmenté et que ça puisse donner lieu à plein de mini-sketchs. C'est que je trouvais que le Flambeau, justement, ça manquait un peu d'unité, quoi. C'est que j'arrivais pas à m'attacher sur la durée. Et effectivement, quand je revois des extraits sur les réseaux sociaux après, je me dis, ah ouais, c'était quand même marrant. Mais l'expérience initiale de regarder la série était quand même plutôt pénible, je trouvais. Je vois ce que tu veux dire, et effectivement, pour moi, le Flambeau, ça a été l'archétype de ça, je dirais un peu la série TikTok, où il y a vraiment plein de moments très marrants, isolés, et qui cartonnaient sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on peut se retrouver sur la même chose avec ce film, mais ça peut être aussi de manière positive. C'est-à-dire que, en tout cas, si c'est réussi et que c'est marrant, c'est déjà un énorme plus par rapport à toutes les dernières adaptations d'Astérix. Donc déjà, je veux dire, même si c'est un truc un peu saccadé, un peu pénible dans la construction, si au moins c'est une somme de plein de trucs marrants, déjà c'est très bien. Oui, voilà. Ce qu'on demandait à une comédie, c'est quand même que ce soit marrant, c'est sûr. Ouais, voilà. Et après, pour moi, ça pourrait se rapprocher du coup de l'esprit de Mission Cléopâtre, qui était complètement dans l'humour de son temps. Et là, on peut espérer un peu la même chose avec ça, avec les forces en présence. Ouais. En tout cas, je trouve que j'attends plus un truc effectivement très marrant, vraiment avec tout pour le gag, et quand même une structure globale qui se tient due au script à l'histoire originale des 12 travaux, versus ce que faisait l'Empire du Milieu, où en fait, déjà, tu as un gros déficit de marrance. Et en plus, un truc où tu te retrouves à devoir raconter une histoire avec des rebondissements et de la dramaturgie un peu plan-plan. Et c'était un peu le problème de tous les derniers épisodes, quoi. C'est comme en plus, ils sont pas vraiment adaptés de
de matériel solide. Enfin, en même temps, non, je dis une connerie parce que Astérix aux Jeux Olympiques, normalement, c'était du velours, quoi. Tu prends la BD, tu l'adaptes correctement. Donc, il y a toujours plus de raisons de se foirer, en fait, en essayant d'adapter Astérix que de réussir, peut-être. Ouais, donc en gros, je pense que vaut mieux rien en attendre et au pire, ce sera une bonne surprise. Enfin, au mieux, ce sera une bonne surprise. En fait, je me souviens que sur Astérix 3, j'avais tellement des attentes que j'étais vraiment déprimé. Je me souviens du retour en métro après être allé voir Astérix 3. C'est un souvenir très fort. Et donc, j'ai appris à ne plus trop attendre des grandes comédies comme ça qui s'annoncent des années à l'avance. À suivre. Et du coup, alors, je voulais qu'on parle juste vite fait de la suite du podcast et de cet été. Donc, a priori, comme tu disais, c'est le dernier épisode de la saison. On ne sait pas encore trop quand est-ce qu'on va revenir. Ouais. Ça dépend. Peut-être que si on se motive ou je ne sais quoi, peut-être qu'il y aura des épisodes ou soit des best-of ou on avait parlé de faire des versions, de republier des versions longues des jeux qu'on avait fait dans les podcasts. Ouais, c'est une option. Bah, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. C'est ça, ou refaire, en fait, des formats comme ça de temps en temps à l'improviste s'il y a vraiment un truc dont on a vraiment envie de parler. Enfin, tant que vous êtes abonné, en particulier si vous êtes abonné, que ça soit sur YouTube ou sur YouTube Calmos le podcast ou sur votre appli de podcast, normalement vous aurez une notification si un nouvel épisode sort. Donc, pensez bien à vous abonner, ça c'est toujours un plus. Mais c'est sûr que, en fait, nous, c'est un vrai sujet, le podcast, parce que, en gros, on a voulu lancer un format qui nous permettait d'être présent plus régulièrement sur YouTube. On se rend compte que c'est un format qui est très différent de ce qu'on fait avec les essais vidéo type rigolo et tout ça. Donc, ça attire pas forcément le même public. Donc, c'est un petit peu compliqué et on a eu un peu du mal à jongler avec les deux. Et en même temps, c'est un truc qu'on aime bien faire, mais qui prend quand même un petit peu de boulot. Enfin, c'est difficile de se positionner. Et en plus, pareil, ça faut nous le dire dans les commentaires, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui nous parlent. Enfin, il y a des gens en fait qui préfèrent le podcast, quoi. Enfin, qui sont plus pour qui le rapport avec nous, c'est plus par le podcast, ouais. Parce que il y a peut-être des gens qui ont jamais vu nos vidéos et qui ont juste écouté nos podcasts et qui aiment bien quand on raconte un film à des invités. C'est ça. D'ailleurs, dites-nous aussi s'il y a des gens qui nous écoutent. Enfin, en fait, on aimerait mieux comprendre qui écoute le podcast. Et est-ce que tous les auditeurs du podcast ont vu les vidéos ou pas? Enfin, je sais pas. J'ai plein de questions sur ça, mais c'est compliqué à savoir. Après, il y a moins de monde. Ça, c'est sûr qu'il y a moins de monde qui écoute le podcast que les gens qui regardent la vidéo. Mais dans quelle mesure ça se recoupe, c'est pas si clair. Ouais, on a les chiffres, mais c'est complexe de savoir qui nous écoute et qui nous regarde. Donc ouais. On a les chiffres, mais pas les visages. Exactement, ouais. Mais en gros, voilà, c'est un truc, c'est une autre manière de parler de cinéma que les essais vidéo. Ça nous permet aussi d'inviter des gens et de parler de cinéma avec d'autres gens pour être un peu moins en vase clos parce qu'on travaille que tous les deux sur Calmos, donc c'est un peu différent. Il y a un truc avec le podcast, c'est que ça nous prend beaucoup moins de temps de boulot que les essais vidéo, sur lesquels il y a énormément de temps de montage, de préparation, de recherche, etc., d'écriture. Mais ça nous prend quand même un peu de temps, ne serait-ce que pour le montage ou des choses comme ça. Et en fait, pour le moment, c'est pas du tout une source de revenus. Donc, un des sujets pour pouvoir revenir à la rentrée, c'est on réfléchit à trouver peut-être un sponsor ou quelqu'un qui peut nous accompagner. En fait, il n'y aurait pas besoin de beaucoup d'argent pour rendre le podcast vraiment régulier. Mais faut quand même trouver un sponsor et c'est pas évident. Et sinon, il y a un autre truc, il y a aussi le compte Tipeee qui est vraiment en fait aussi dans cette logique d'accompagner nos projets réguliers, mais qu'on a plus trop mis en avant. En fait, on l'avait mis en avant il y a longtemps et là il est un peu en retrait, le compte Tipeee. Donc si vous saviez pas et si vous avez le moyen de nous aider financièrement, il y a un compte Tipeee, tipeee.com/Calmos. C'est vrai que le Tipeee, on en parle à la fin de chaque épisode en disant bah voilà, on a un Tipeee, mais on dit pas à quel point c'est important pour nous d'avoir différentes sources de financement, et le Tipeee ça fait partie de ces sources. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez 1 euro par mois à nous donner parce que vous aimez bien nos contenus, n'hésitez surtout pas, c'est important pour nous. Oui, d'ailleurs, il y a d'autres podcasts qui parfois même peuvent avoir beaucoup moins d'abonnés et en fait fonctionner sur un Tipeee plus actif. Donc ça pourrait aussi être une piste, et ça recoupe en fait la question qu'on se posait sur
sur qui nous écoute, peut-être il y a une... En fait, moi, le truc que j'ai remarqué, c'est souvent quand on rencontre des gens dans la vraie vie, de manière significative, ils me parlent plus du podcast que des vidéos, alors que le podcast est beaucoup moins écouté que les vidéos sont vues, quoi. Ouais. Donc, c'est trop bizarre. Mais le podcast, je pense, c'est plus un médium de proximité, où effectivement, le fait qu'on soit là tous les 15 jours, et c'était aussi l'une des raisons pour laquelle on a fait le podcast, c'est que c'est pour être aussi plus présent. Parce que souvent sur YouTube, les gens nous demandent est-ce que la chaîne c'est fini et tout, parce qu'en fait on n'est pas là depuis plusieurs mois. Mais c'est aussi le temps qu'il faut pour faire les vidéos, donc c'est un temps incompressible qui fait qu'on n'est pas là, et le podcast permet d'être complémentaire à ce niveau-là et d'être là plus souvent et de pouvoir parler de cinéma de manière un peu plus continue sur l'année, quoi. Oui, et d'ailleurs, moi, je trouve dans les sources d'inspiration, je trouve que ce que fait JB avec le podcast Tales from the Click est intéressant parce que en fait, il mélange des des formats et des types de contenus vraiment très différents. Ouais. Et c'est marrant parce que ça se voyait aussi d'ailleurs quand on l'a reçu dans notre épisode sur les papiers dans le saladier. Enfin, c'est un mec qui est ultra cinéphile, donc il peut parler pendant des heures de films. Il peut faire des interviews de personnalités ciné, ou alors faire des trucs comme le podcast où il déconne. Et c'est je trouve ça pas mal, cette variété en fait de formats, et c'est un peu ce qu'on a installé cette saison, et ce qui pourrait aussi permettre, si on avait un financement un peu plus stable, d'être même encore plus régulier. On pourrait presque être hebdo avec une variété de formats. En fait, avec le format racontage de films, ça serait trop compliqué parce que ça demande quand même un certain temps de préparation. Ouais. En plus de booker l'invité et tout ça. Même si c'est marrant aussi de se raconter des films juste entre nous. D'ailleurs, on a vu que les gens avaient bien aimé l'épisode sur Saw, par exemple. Mais ouais, pouvoir alterner aller un petit racontage, là on invite quelqu'un, on tire des papiers, là en fait on se débriefe juste les films qu'on a vus. Enfin, je trouve que c'est la bonne direction de ce qu'on a envie de faire, mais il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre, quoi. Exactement. Donc on va réfléchir à ça cet été, puis on vous tient au courant. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un nouvel épisode de Rigolo à la rentrée. Après, tout ce qui est autour, c'est pas la rentrée de quelle année? Ah, un truc. Alors, je me demande si c'est pas la première fois depuis le début du podcast que j'ai vu un film que je n'avais pas vu et dont tu as parlé dans le podcast. Alors, tu me l'as pas raconté en entier, mais tu en avais parlé. Ouais. C'est Kika. Ah oui, ok. J'ai vu Kika. Alors, est-ce que ça correspond à l'image que tu en avais une fois que j'en ai parlé? Ouais, alors en fait, donc pour rappeler, donc c'est un film belge avec une jeune femme qui bosse dans le social et qui a un gros coup dur dans la vie, et qui, pour arrondir ses fins de mois, essaye de devenir travailleuse du sexe dominatrice. C'est ça l'histoire. Ouais. Non, c'est hyper. Enfin, vraiment, on est sur le petit film sensible. En fait, c'est hyper intéressant sur la manière dont ça raconte justement le travail du sexe et ses subtilités, ses difficultés, et sur le côté très humain de la chose. Et l'actrice, elle est super. Le ton aussi est assez intéressant parce qu'on est vraiment sur un truc, comme tu avais dit, c'est un peu une comédie, c'est vraiment une comédie dramatique, donc il y a un aspect quand même très très triste. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas avec un ton qui est quand même assez léger. Et ouais, c'est super petit film qui est maintenant dispo en VOD, voire même je crois que je sais plus si je l'ai vu sur Sooner ou MyCanal. Mais ouais, une très bonne reco. Mais c'est vrai que ça passe beaucoup par l'actrice qui incarne un peu ce côté à la fois tragique et un peu neurasthénique, je sais pas comment on dit. Elle traverse les épreuves un peu sans avoir l'air d'y toucher, ce qui est littéralement le problème, quoi. Et je sais pas si c'était déjà arrivé ou si ça t'est arrivé à toi d'ailleurs de voir un film dont on a parlé dans le podcast et que t'avais pas vu. Faudrait que je réfléchisse à ce qu'on a. Ah, est-ce que t'as vu L'inconnu de la Grande Arche? Tu l'as pas vu? Non, tu m'avais donné envie de voir plein de films, mais j'ai eu le temps de rien voir pendant la saison des Césars. Là, je m'étais dit allez, je vais tout rattraper, et en fait, j'ai quasiment rien vu, donc ouais.
Mais aussi, on était pas mal pris par le montage de la vidéo. Donc, en fait, et c'est ce que j'allais dire. En fait, depuis un mois, j'ai rien vu comme film. Parce qu'il y a eu le montage de Astérix. Et après, je suis parti en vacances. Donc, j'ai un peu décroché du cinéma. Toi, par contre, t'as vu des films au cinéma, tu m'as dit. Ouais, j'ai vu. Alors, il y a un truc dont je voulais parler. C'est cette année, c'est Cannes. Ça fait longtemps que j'avais pas autant suivi de loin. Ouais. Enfin, d'habitude, j'essaye toujours de. Ça fait quand même pas mal d'années. En fait, depuis le Covid, j'y suis quasiment pas retourné. Il y avait juste une année où j'y étais allé avec YouTube et CNC Talent. Mais en fait, depuis le Covid, je suis plus allé à Cannes. Mais j'essayais quand même de faire, avec les séances Cannes à Paris, les rattrapages et tout, de voir quelques films de la sélection. Ouais. Et là, j'ai juste vu le film de Sorogoyen qui sortait en même temps en salle. Il s'appelle L'être aimé. J'ai vu qu'il sortait un nouveau film, mais alors moi j'ai vu 2 films de lui et il y en a un qui m'a saoulé qui est Madré et il y a un que j'ai trouvé super qui est Asbestas. Et là le sujet me branchait moyen. Peut-être tu peux résumer en 2 mots de quoi ça parle. J'ai pas vu Madré, il faudrait que je rattrape. J'ai vu un autre film de Sorogoyen en plus de Asbestas. J'ai vu un autre film dont j'ai oublié le titre, une sorte de thriller politique qui était super. Et Asbestas, c'était super. Asbestas, c'est un film très inspiré des Chiens de paille de Sam Peckinpah, mais avec un film Marina Foïs. d'ambiance. Enfin, t'es vraiment plongé dans une ambiance très très malaisante. Ouais. Donc on peut peut-être résumer pour ceux qui l'histoire, l'auraient pas vu. c'est 2 Français qui vont s'installer dans un petit bled en Espagne et qui veulent essayer de cultiver des tomates. Et en fait, les voisins sont des sortes de redneck espagnol horribles qui les harcèlent. Ouais. Et ça part en sucette. Et alors Madré, en fait, c'est l'adaptation d'un court-métrage qui, pour le coup, était super. Et le court-métrage, ça se passe dans un appartement. C'est une femme qui reçoit un appel. Et en fait, c'est son fils qui l'appelle. Je crois qu'il est il est sur une plage ou, enfin, il est à un endroit un peu éloigné. Et en fait, la conversation démarre. Et en fait, il est en train de se faire enlever. Oh. Je crois que c'est un plan séquence même où t'as juste une femme qui est au bout du fil, son fils qui se fait enlever. Et c'est super. C'est super de se faire enlever, Hugo. Tu trouves ça bien? Non, c'est pas super. Attends, mais d'ailleurs, c'est un fils de quel âge? C'est un enfant ou je sais plus, il a une dizaine d'années, je pense. Et... Ah oui, parce que c'est intéressant parce que comme tu me l'as présenté, je sais pas pourquoi j'imaginais un fils adulte. Peut-être à cause de l'autre film d'ailleurs dont je vais te parler après, mais oui. Ouais, et en fait je dis 10 ans, mais c'est peut-être beaucoup moins que ça en fait. C'est peut-être 5-6 ans. C'est un enfant en tout cas. Ouais. C'est un enfant, c'est un enfant. Ah, ok. Et là, le film Madré, ça se passe 15 ans plus tard et elle croise un gars pendant ses vacances. Ou alors, c'est vers une plage en fait. Je me souviens plus si c'est vacances ou autre chose. Ok. Et elle pense que c'est son fils. Ou en tout cas, c'est un gars qui lui rappelle son fils. Et donc, elle commence à s'intéresser à lui poser des questions et tout. Et c'est une espèce de rapport bizarre qui s'installe. Et moi, ça m'a un peu saulé. Mais en revanche, sur le papier, c'est intéressant en tout cas. Moi, ça m'a donné envie de le voir. Ouais, je serais curieux d'avoir de voir le court-métrage aussi. Ouais. Ouais, faudrait que je rattrape. C'est marrant parce que il y a une thématique un peu similaire avec L'être aimé du coup. Ouais. J'aime encore plus dire en espagnol, c'est El ser querido. Ok. Et c'est du coup l'histoire de Javier Bardem qui joue un réalisateur à succès, mais qui s'est barré aux États-Unis pour faire sa carrière. Et donc c'est vraiment gros succès quoi. C'est une grosse star du cinéma. Et en fait, il revient en Espagne pour demander à sa fille qu'il a abandonnée en fait il y a des années, qui elle est adulte. C'est pour ça que je me disais le rapport enfant quand tu m'as parlé de Madré, j'imaginais un rapport avec un adulte, mais effectivement comme tu me l'as raconté, c'est aussi un rapport avec un adulte dans le film en lui-même. Ouais. Enfin, c'est un adulte, il a peut-être, c'est peut-être encore un ado. Hein, je me souviens plus très. Comme j'ai pas aimé le film. D'accord. Je me souviens plus très bien, donc je gros problème sur évaluer les âges des gens et des enfants. Ouais, il faut que tu le vois, comme ça tu le raconteras correctement au prochain épisode. En tout cas, dans L'être aimé, c'est vraiment une adulte. D'ailleurs, elle est un peu actrice et elle est en même temps serveuse. Elle a joué dans une série, machin. Et lui, c'est plus Javier Bardem. Il joue vraiment
le cinéaste un peu cinéma d'auteur. Enfin, c'est l'artiste accompli, quoi. Okay. Donc même ce qu'elle a fait dans une série, il le méprise un peu, quoi. Okay. Et il revient du coup pour lui proposer un rôle dans son nouveau film qui va aller tourner dans le désert. Et elle accepte, et du coup le film raconte le tournage, et elle qui retrouve une sorte de relation avec son père qui a du coup été hyper absent. Que ça a l'air d'être une histoire beaucoup moins tragique que ce qu'il y a dans Asbestas ou ce qu'il y a dans Madré. Ça a l'air plus une histoire psychologique. Ouais, c'est ça. Enfin, tragique, c'est moins intense. Par contre, c'est quand même, oui, c'est quand même dramatique. C'est-à-dire que elle a grandi sans son père et elle lui en veut, très clairement. Okay. Et lui, c'est un énorme connard par ailleurs. Comme on le découvre petit à petit dans le film. Oui, parce que d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le film. Par contre, une fois que je suis vraiment rentré dedans, j'ai trouvé le film hyper fort et hyper intéressant. Je trouve les acteurs sont super, et il y a quelque chose quand même qui est très intéressant aussi dans la description des rapports de force sur un plateau de tournage, et la description de l'équipe, et même elle, comment elle se situe là-dedans. Okay. Il y a une grande scène où à un moment, en fait, il essaye de tourner une scène et les acteurs ont une sorte de fou rire et ça l'énerve. Et en fait, lui, il est hyper pointilleux sur un truc, et en fait, il est complètement maniaque. Enfin, et la scène, elle est géniale. Il y a vraiment une tension qui est hyper bien rendue. Et voilà, après, il y a un peu des affaîtries visuelles un peu inutiles. Et par exemple, il y a certains plans qui passent en noir et blanc, tu sais pas trop pourquoi. Et en fait, pendant tout le film, tu te demandes, oula, pourquoi il y a du noir et blanc là-dessus? Et en vrai, je pense qu'il y a pas vraiment de sens. Okay. Ou si quelqu'un a une super analyse de pourquoi il y a des plans en noir et blanc, faut nous dire en commentaire. Mais enfin, franchement, ça fait vraiment le petit gimmick pour faire arty, quoi. Ah ouais, ça m'étonne de sa part, parce que ouais, c'est ça. Et j'allais dire, ça fait presque rejaillir le style du personnage de Javier Bardem, quoi. Enfin, t'as l'impression que le personnage de Javier Bardem aurait fait ça. Ah oui. Dans ses films. Mais ouais, et il y a un autre truc intéressant, c'est que cette histoire, c'est l'histoire d'un autre film qui a été en compétition à Cannes il y a pas longtemps, que j'avais pas vu et que j'ai rattrapé depuis. C'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Je me disais que tu l'avais pas vu, sinon ça t'aurait peut-être fait tilter. Et où c'est pareil, l'histoire d'un père absent, grand artiste réalisateur, qui va proposer à sa fille de tourner, d'avoir le rôle principal d'un film qu'il a écrit, soi-disant pour elle. Et la différence, c'est que ça se passe, ça c'est un film danois, et ça se passe en fait dans la maison où elle a grandi, et en fait c'est après la mort de sa mère. Et il y a aussi un rapport avec sa sœur, et les deux ont un rapport différent, un peu différent à leur père. Mais il y a plein de similitudes, et notamment il y a la scène au début dans les deux films, une scène au restaurant ou dans un café où il propose le rôle, et les scènes se ressemblent beaucoup. T'as vraiment l'artiste connard qui est un peu méprisant et qui propose à sa fille un peu en mode ça va être la chance de ta vie, quoi. Enfin, ouais. Alors que le gars, il a jamais été là. J'allais dire, il s'est peut-être inspiré, mais en fait, c'est pas possible dans le timing. Valeurs sentimentales, ça date de l'an dernier, donc après, c'est peut-être Déjà, les films de cinéastes sur le cinéma, il y en a beaucoup, donc il y a peut-être après des tropes réservés à ce genre de film qu'on retrouve. Et je pense par ailleurs que le cinéaste, le grand cinéaste père absent, c'est un peu un truc de la vraie vie aussi, quoi. Enfin, ça doit être assez commun, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Ouais. C'est vraiment un move un peu de connard de. J'ai jamais été là pour ma fille, mais je vais faire un film qui va tout réparer, quoi. Donc ton rattrapage de Cannes, c'était ça. Alors je te disais que j'avais rien vu, en fait c'est faux. J'ai vu un film, un rattrapage de Cannes aussi finalement, parce que j'ai vu Le Vertige de Quentin Dupieux. Ah. De toute façon, je vais voir tous ces films quand ils sortent, parce que d'ordinaire j'aime beaucoup ce qu'il fait, et c'est vite fait. Et en général c'est marrant. Et là, je disais la dernière fois qu'on parlait de Dupieux que moi j'avais un algorithme, c'est un film sur deux je le trouve super, et l'autre je le trouve moins bien. Et là, ça fait 2 films qui me saoulent, en fait.
Donc il va falloir que je revoie mon truc. Là, en plus, sur celui-là, du coup, il y a un dispositif visuel très spécial, quoi. Ouais, alors c'est un film qu'il a écrit assez... enfin, je vais dire qu'il a écrit assez rapidement, c'est un peu le cas de tous ses films. Mais en tout cas, plus rapidement que d'habitude. Bah c'est le genre de film, il a une idée et il le fait très très vite, un peu comme ce qu'il avait fait avec Yannick, qu'il a tourné en une semaine et qui pour le coup, je trouvais était très réussi. Et là, il a une idée et après il s'est entouré de 5-6 personnes qui étaient spécialisées dans l'animation 3D. Puisque le principe du film, c'est un film d'animation avec un parti prévisuel qui rappelle la PS2 et GTA Vice City, donc c'est avec des hexagones très très sommaires. Et donc c'est des personnages. Enfin, c'est un personnage qui est incarné par un avatar d'Alain Chabat. Donc c'est la voix d'Alain Chabat avec une tête en hexagone type Tomb Raider de Alain Chabat, qui se demande si le monde dans lequel il vit n'est pas une simulation, parce que il y a plein d'indices dans la vie quotidienne qui font qu'il a il y a des trucs bizarres qui se passent et ça peut pas être la réalité. Il y a notamment un oiseau qu'il a trouvé dans une bouche d'égout qui vole mais qui reste sur place. Donc il se dit c'est trop bizarre, c'est forcément un bug de la matrice. Et donc le point de départ est très marrant et donc il a fait ce film rapidement et s'est entouré de petits jeunes qui sont forts sur Blender et il leur a demandé de faire une animation moche quoi. Et d'ailleurs, ils ont mis au point la technique d'animation pour pouvoir la répliquer, j'ai l'impression, assez facilement, parce que du coup, moi, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai vu toute la promo. Et en gros, le gimmick de la promo, c'est toutes les vidéos courtes, les shorts, les reels, les vidéos TikTok et tout, étaient faites dans ce style visuel. C'est-à-dire les interviews de Chabat et Jonathan Cohen, ou quand ils vont dans le vidéoclub de Combini, c'est dans ce style visuel. Ouais. Et à tel point que je pense qu'il y a limite il y a plus de longueur de métrage de promo dans ce style que le film lui-même qui fait 1 heure. et je pense que du coup, ils doivent avoir une technique assez facile à répliquer, quoi. Enfin, ils ont même animé les journalistes parfois. Je suis pas sûr que ce soit. Oui, ouais, mais même en fait, toute la promo, il a décidé de la faire selon cette méthode-là, enfin en tout cas ce visuel-là, parce qu'il dit qu'il en a marre des promos classiques où c'est des questions-réponses où tu réponds 1000 fois les mêmes choses. Au moins, c'est marrant à regarder, mais je crois que c'est pas tout à fait la même technique. Je pense que la promo c'est de la motion capture ou un équivalent ou un truc peut-être en IA. En revanche, la manière dont il a fait le film, c'est il a enregistré juste les voix de Chabat, Jonathan Cohen et tout, et c'est pas leur mouvement à eux en fait. Ils ont fait l'animation dans Blender. Alors il y a peut-être un peu de motion capture quand même, je sais pas exactement techniquement comment ça s'est fait, mais en tout cas il a recomposé lui-même les plans, les mouvements des personnages et tout. Et notamment il y a des mouvements de personnages qui rappellent vraiment les jeux de PS2 et c'est le côté un peu décalage qui est marrant dans le film. C'est une histoire très quotidienne avec des dialogues un peu comme dans un film français, avec des personnages qui se déplacent bizarrement, avec des objets qui translatent de manière pas du tout naturelle et tout. Mais je trouve Qu'est-ce qui fait que ça marche pas alors ? Eh ben, c'est un peu le problème du film, c'est que je trouve que c'est pas assez travaillé sur cet aspect-là. C'est-à-dire que une fois que t'as vu le déplacement qui est marrant et tout, je trouve qu'en fait, avec ce matériau-là, qui est peut-être un peu un truc nostalgique pour notre génération, de revoir des personnages qui se meuvent comme Tomb Raider, comme Vice City et tout, je pense qu'il y avait plein de choses à imaginer que il fait pas du tout dans le film, quoi. C'est juste l'idée de départ et en fait, il y a aucune idée qui est vraiment développée, que ce soit l'idée graphique ou l'idée fondamentale du film qui est on vit dans une simulation, quelles sont les implications de ça? Et en fait, la moitié du film, c'est Alain Chabat qui essaie de convaincre Jonathan Cohen que c'est vrai qu'ils vivent dans une simulation. Et donc du coup, t'as des dialogues assez longs quand même où Jonathan Cohen le croit pas et Alain Chabat lui montre mais si regarde, il y a ce pigeon là qui vole sur place. Et en fait, il a fait une liste de 500 indices qui montrent qu'ils vivent dans une simulation. Donc il lui fait tout, il lui montre plein de trucs. Et Jonathan Cohen le croit pas. Et à un moment donné, Jonathan Cohen, il finit par y croire. Et en fait, moi, je me dis, à partir du moment où un personnage réalise ça, ça a plein d'implications dans sa vie quotidienne. Et en fait, ça en a pas tant. Et donc, le seul truc qu'il fait, c'est aller tout casser dans la ville en se disant, c'est pas réel, donc je peux me lâcher. Et en fait, sur un film qui est sur ce sujet, j'en attends un petit peu plus, quoi.
Mais en fait, c'est la méthode. Ouais. Non, j'allais dire Jonathan Cohen, mais j'ai pas pu placer ma. Bref. Dommage que tu l'aies pas placé. dommage. Non, les gens raffolent de jeux de mots, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et j'allais dire, j'en veux pas à Dupieux parce que c'est sa méthode, en fait. Sa méthode, c'est d'écrire ce qui lui passe par la tête et le filmer tel quel. Et des fois, en fait, à ses dépens, ce qu'il a à raconter est profond. Enfin, je sais que t'es pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, moi, j'y trouve des questionnements métaphysiques qui me stimulent. Et des fois, ça marche pas. Des fois, je trouve que ça va nulle part, ça n'a pas de profondeur et c'est juste marrant. Et en fait, je dirais même que là, non seulement j'y trouve pas de profondeur, mais en plus, ça me fait pas marrer, quoi. Enfin, je trouve que les dialogues sont moins ciselés que d'habitude. Et le fait, qui est aussi le parti pris du film, en fait, il a enregistré des lectures de dialogues d'acteurs qui avaient pas appris les dialogues, en fait. Ils jouent pas la comédie, ils lisent juste un texte. Mais c'est ce que voulait Dupieux, parce qu'il voulait jouer cette étrangeté des personnages qui jouent mal dans un monde qui est mal fait. Et du coup, ça fait que les dialogues sont pas si efficaces que ça, par rapport à d'habitude. Et du coup, c'est même pas trop marrant, quoi. Et donc, en même temps, je suis déçu parce que j'en tire rien et ça me fait pas marrer. Mais en même temps, c'est la méthode Dupieux. Et si ça se trouve, cette méthode-là, elle va fonctionner dans le prochain film. Donc j'irai voir le prochain. Et d'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que mon algo de 1 sur 2, peut-être qu'il se vérifie quand même parce que avant de tourner ce film, il avait tourné un film avec Eric et Ramsey qui est pas encore sorti, qui s'appelle Signaux. Et il y a déjà une affiche et tout. Je pense que le film est prêt et il l'a pas encore sorti pour je ne sais quelle raison. Mais si ça se trouve, ce film-là va être génial. Il y avait un autre film à Cannes. Oui, c'est vrai. Il y a Fulfill, qui est un film avec Woody Harrelson et Kristen Stewart, qui est peut-être marrant. Après, les premiers retours étaient pas très encourageants, donc. J'ai un peu peur pour ton algo, Hugo. Ouais. Je vais pas te mentir. Peut-être que c'est fini pour moi, ouais. Après, je reverrai les autres qui m'ont plu, donc. C'est marrant parce que comme tu décris sa manière de fonctionner, il y a un peu le côté une montre cassée à raison de 2 fois par jour, quoi. Enfin, ouais. Mais après, non, ouais. Après, je voulais te filer la métaphore, mais en fait, c'est une montre qui trotte tout le temps. Ouais. Et ouais, des fois c'est marrant. Des fois, bon, j'arrive pas à aller plus loin sur la métaphore de la montre. Ouais. Mais non, je dirais pas que c'est une montre cassée. En tout cas, c'est un truc qui fonctionne. C'est sa méthode. C'est le seul dans le paysage cinématographique actuel qui fasse des films comme ça. Et je trouve que c'est un parti pris qui se défend, quoi. Il a des idées, il les tourne, ça dure 1 heure. Et des fois c'est marrant, des fois ça l'est pas. Franchement, moi, ça me va. Mais de toute façon, c'est vraiment un profil super intéressant et je pense à un moment, il faudra qu'on y consacre un épisode de rigolo parce qu'il a, enfin, en tout cas, sur les dernières années, c'est dans la comédie française une approche hyper intéressante. Il y a plein de trucs à dire et même sur son rapport à la direction d'acteur, à la manière de penser la comédie, c'est intéressant, même si moi comme toi, enfin en fait tous les deux on est d'accord pour dire que c'est pas toujours réussi. Il y a quand même plein de choses intéressantes à réfléchir autour de son cinéma, quoi. Ouais, en fait il tente des choses, il a une idée, il se dit là où la plupart des gens se diraient bon c'est une idée de merde, je la fais pas. Lui il dit bon ok je vais tourner ça en 1 semaine, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on peut regretter qu'il passe pas 3 ans à imaginer toutes les implications du concept et tout, mais peut-être qu'au bout de 3 ans, ça rendrait un truc pas beaucoup meilleur. Donc c'est ce qui se dit aussi, c'est que oui. Et d'ailleurs, il y a au-delà de se dire c'est une idée de merde, je la fais pas. Il y a aussi d'avoir réussi économiquement en fait à trouver un équilibre qui permet en fait aussi de se louper, quoi. C'est-à-dire qu'en fait il peut, c'est aussi parce qu'il a pas mis 3 ans de sa vie dans ce film qu'il peut le faire, quoi. Parce que ça se trouve, il pourrait passer 3 ans de sa vie à faire un truc pas beaucoup mieux. Et du coup, là, si le film marche pas, c'est une catastrophe. Oui, il peut plus rien faire après. Alors que là, c'est un film qui coûte pas cher et donc il peut en faire d'autres. Et j'espère que j'espère que mon algo repartira à partir du prochain. Rien n'est moins sûr, mais bon, on verra bien. Et t'as vu d'autres films alors, à part ce petit Dupieux? Alors au cinéma non, mais j'ai vu un film Netflix
qui s'appelle Le Bus. Ah. Et tu me disais que tu ne sais pas ce qu'est Le Bus. Ah bah alors déjà, effectivement, je savais pas que c'était un film Netflix parce que quand tu m'en as parlé, j'ai cru que c'était un film au cinéma et du coup j'en avais jamais entendu parler, donc ça me paraissait bizarre. Mais j'en ai pas non plus entendu parler. En fait, c'est pas un film de fiction, c'est un documentaire. C'est pour ça que je me disais bon, est-ce que je vais en parler dans je viens de oui, je sais ce que c'est maintenant, c'est bon. C'est sur l'affaire Nisna. C'est ça. C'est sur en fait le titre complet c'est Le Bus, les Bleus en grève. C'est sur ce qui s'est passé le 20 juin 2010 à la Coupe du Monde. C'est d'actualité. On est en pleine Coupe du Monde. Ouais, bah voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti aussi et c'est d'actualité. Alors attends, j'ai plusieurs questions et compléments d'infos avant. Moi, j'ai vu un autre truc Netflix lié à la Coupe du Monde qui est sorti en ce moment, c'est le roast des deux équipes 2018 et 98 qui se font roaster sous l'égide de comment il s'appelle l'humoriste aristocrate dans la dans la vidéo dans les émissions de Léa Salamé là. Saint-Cernin. Paul de Saint-Cernin. Ouais, voilà, Paul de Saint-Cernin. Et il y a plein d'humoristes qui défilent et qui font des blagues plus ou moins réussies sur quelques joueurs des deux ça, c'est sur Netflix du monde. Ouais. On dirait un format YouTube comme tu le décris là. J'imaginais bien un truc Squeezie. En fait, le roast, c'est un truc très américain de base. Notamment, il y a aussi sur Netflix un roast les noms m'échappent, mais de Tom Brady. Il y a le roast de Tom Brady qui a été fait sur Netflix et qui était super. Même si je connaissais rien. Enfin, j'ai regardé le roast de Tom Brady et après j'ai rattrapé un documentaire sur les New England Patriots parce que Tom Brady c'est le GOAT du foot américain. C'est considéré comme le plus grand quarterback de tous les temps. Ouais. Et par ailleurs, il a des histoires, comme c'est une méga star, on sait plein de choses sur sa vie perso et tout ça, et donc il s'est fait roaster par plein d'humoristes, et notamment Nikki Glaser, qui est une humoriste américaine et qui est très forte en roast, et il y a certains trucs où il faut rattraper les refs et tout, mais elle est très 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 forte dans cet exercice. Et du coup, le principe du roast, on l'a pas dit, c'est de faire des blagues pour se moquer de quelqu'un, quoi, et essayer de toucher là où ça fait mal, mais normalement en toute bienveillance. Ouais. Et les Américains sont très à l'aise avec ça, et donc et tu le fais devant les célébrités. Et il y a eu plein de roasts assez célèbres avec pas mal de personnalités. Et en France, ça prend pas du tout. Enfin, c'est pas du tout dans les mœurs françaises. Et là, il y a un peu cette tentative d'importer ça. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait eu une scène super gênante. C'est au Grand Journal, je crois, à l'époque, où en fait Jonah Hill a été invité, et je sais plus quelle Miss Météo avait voulu faire un roast, et elle avait dit un truc complètement désobligeant et il l'avait trop mal pris. Et même, tu vois, même les Américains qui sont habitués à ça, quand les Français pratiquent le roast, ça le fait pas non plus, quoi. Et donc du coup, je sais pas si tu te souviens de cette image. C'est un peu comme c'est Ornella Fleury. Et d'ailleurs, ça avait un peu niqué sa carrière au Grand Journal. Enfin, il avait super mal réagi parce que aussi, il n'était pas dans les conditions pour, peut-être. Et en fait, un des aspects du roast, c'est que ça doit être très consenti. C'est-à-dire que normalement, tu roastes pas à l'improviste. Et d'ailleurs, justement, c'est marrant parce que les versions françaises du roast, il y avait cet exemple-là, où aussi je pense à ce que faisait il y avait un humoriste français barbu, un peu neurasthénique, qui faisait des trucs comme ça aussi sur Canal+. Comment il s'appelle? Attends, avec ta description, j'ai Régis Laspalès là, mais je pense que c'est pas lui. Non, un mec, il faisait des portraits des invités en se foutant de leur gueule. Ah, Stéphane Guillon. Voilà, Stéphane Guillon, il faisait ça. Ouais. Mais c'était pas trop dans la bienveillance, quoi. Enfin, il y avait un truc. Et alors que justement les Américains, en fait, c'est tout le monde. Enfin, ça peut paraître un peu fake aussi, mais en tout cas, c'est très consenti, quoi. C'est un peu comme le sexe positif, quoi. Le roast, en fait, c'est il faut mettre plein de bienveillance autour, bien. Enfin, il y a des safe words dans le roast. Il y a des safe words, non, c'est exactement ça. Donc un peu un des trucs un peu. En fait, il y a plein de facilités là dans le roast des champions du monde. Ils font beaucoup de blagues sur
putain, je sais pas si c'est la chaleur qui me fait oublier tous les noms. Ouais, j'ai pareil. Moi, c'est les noms communs, j'arrive pas à les sortir. Moi, c'est les noms propres. L'affaire avec la prostituée mineure. Zaya. Zaya. Ah, ok. Ils font plein de références à Zaya. Enfin, il y a des trucs un peu nulos. Et quelques punchlines marrantes. Et c'est qui les joueurs en question? Alors du côté 98, il y a alors, ce qui est marrant aussi dans les roasts, c'est qu'il y a toujours un peu le phénomène, et ça même chez les Américains, de comique de répétition, c'est-à-dire qu'en fait tu vas beaucoup avoir des blagues sur les mêmes choses concernant une personne, parce que ça permet d'installer le truc, tu le setup, et après tu peux enchaîner les blagues dessus, et en fait les différents humoristes qui passent vont faire référence à la même chose. Donc par exemple il y a Franck Leboeuf, ils lui font plein de blagues sur sa pub sur le prix des bagnoles là. Ouais. Il y a Marcel Desailly, ils lui font plein de blagues sur le fait qu'il a des enfants illégitimes de partout. Il y a Robert Pires, ils lui font des blagues sur le fait qu'il a un prénom pas de son âge, enfin que en fait justement il a enfin l'âge de porter ce prénom. Donc il y a ça. Et sur les 2018, c'est un peu moins prestigieux. Il y a Adil Rami, Steve Mandanda, Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, ils lui font plein de blagues sur le fait qu'il est devenu quasiment infirme depuis qu'il s'est blessé et qu'il a fait des infiltrations dans le genou pour pouvoir jouer la Coupe du Monde 2018. Voilà, c'est à peu près ça les forces en présence. Il y a Emmanuel Petit, ils lui font très peu de vannes sur Emmanuel Petit. Et je sais plus trop qui y a d'autres, mais ok, je vois le casting. Mais du coup, j'ai dérivé à fond parce que non, mais ça me donne envie de le voir. J'ai vu le bus. Ouais. Peut-être qu'on peut resituer pour les gens qui n'auraient pas connu ce traumatisme de 2010. Faut raconter l'histoire. Ouais. En fait, Domenech, il est à la tête de l'équipe de France depuis des années et en communication, il est nul. Et en fait, il s'est mis à dos toute la presse française. Ouais. Et donc, du coup, il est très tendu. Et en fait, en 2010, il démarre la Coupe du Monde et ils ont des mauvais résultats en Afrique du Sud. Et il y a même un précédent qui rend le truc encore pire. Je sais pas s'ils en parlent dans le documentaire. Ouais. C'est la manière dont on s'est qualifié à cette Coupe du Monde. Sachant qu'on sort de 2006, 4 ans avant, il y avait encore Zidane et on a été en finale. Donc notre dernier match en Coupe du Monde, se termine avec on perd au tir au but et avec déjà Domenech et Zidane a mis le coup de tête. Qui était déjà arrogant et relou. Ouais. Mais il arrive en finale et potentiellement. Ouais, voilà. Et sauf que à l'époque, on peut se dire aussi que c'est vraiment grâce à Zidane et Vieira et qu'en fait son rôle en tant que coach était très secondaire par rapport à l'expérience des joueurs. Oui, qui en fait un peu que c'est Zidane qui faisait l'équipe et lui il était en retrait. Ouais. Et en fait, il s'est passé un truc en 2010, c'est que on se qualifie en barrage de manière un peu honteuse avec une main de Thierry Henry contre l'Irlande et qui fait que déjà on va à la Coupe du Monde de manière un peu honteuse. Ouais, ils en parlent dans le documentaire et ils parlent aussi de ce qui se passe 2 ans plus tôt, où on se fait dégager au premier tour de l'Euro, ou très tôt dans l'Euro. Et Domenech profite de l'occasion, il est interviewé à la fin du match, il profite de l'occasion pour demander sa copine en mariage, qui était Estelle Denis à l'époque. Et, qui dit non. Qui dit non. D'ailleurs, il y a le témoignage d'Estelle Denis dans le documentaire où elle dit mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Enfin, je suis trop mal et tout. Alors, ils sont encore ensemble ou ils sont plus ensemble ? Ils sont plus ensemble, je crois. Ouais. Ok. Ils ont une fille ensemble, par contre. Ouais, mais ils sont restés ensemble très très longtemps et donc voilà. Okay. Donc vraiment une série d'événements fâcheux. Et il se trouve qu'en 2010, on démarre le tournoi, c'est horrible quoi, on est nul. Et à la mi-temps, il se clash avec Anelka. Ouais. Et le lendemain de ce match, il y a une de l'équipe qui sort et c'est une citation de Anelka dans le vestiaire, c'est va te faire enculer, sale fils de pute. Ouais. Et donc, suite à ça, Anelka est dégagé de l'équipe de France, il quitte le tournoi avec l'aval de Domenech. En fait, c'est la fédération qui prend cette décision et Domenech est d'accord avec la fédération. Et suite à ça, les joueurs décident de faire une grève de l'entraînement le 20 juin et ils restent dans le bus.
Et en fait, c'est pas, enfin, il y a le déroulé du truc et justement le bus, c'est un truc un peu grotesque où en fait, les joueurs font la grève de l'entraînement, ils donnent un message à Domenech qui le lit auprès des médias et après les joueurs veulent repartir en bus et Domenech vole la clé du bus pour qu'ils repartent pas. Et donc du coup, t'as ces images folles où en fait les joueurs sont dans le bus pendant, je sais plus, ça doit durer plusieurs heures, j'en sais rien. Et en fait, les médias savent pas ce qui se passe. T'as 23 joueurs qui crèvent de chaud dans un bus et ça avance pas. Et, voilà. Et donc le documentaire raconte ce qui s'est passé, ce qui se serait passé exactement dans le vestiaire, etc. Et avec à l'appui donc des extraits du journal intime de Domenech. Et tu te rends compte que ce mec est un vrai névropathe. Il aurait jamais dû se retrouver avec des responsabilités pareilles. Et en fait, il est très irrespectueux avec les joueurs dans son journal. Le documentaire est vraiment à charge contre lui, et tous les témoignages sont quand même à charge contre lui, et accrédite la thèse selon laquelle Anelka n'aurait pas prononcé ces mots. Et donc la une de l'équipe serait biaisée et aurait plus ou moins inventé une citation. Et passe quand même sous silence le procès qu'il y a eu de l'équipe, etc. Donc le documentaire est très biaisé. Mais quand même intéressant sur la personnalité de Domenech et comment ça peut se passer dans un vestiaire, dans une situation de crise comme ça. Et t'as notamment l'attaché de presse qui est interviewé et qui raconte comment se passent les trucs. Et tu vois que ils ont un peu navigué à vue, ils ont fait n'importe quoi et ça, du coup, on est devenu la risée du monde entier pendant ces quelques jours. C'était vraiment horrible. Ouais. J'ai eu des PTSD de ces images du bus et tout. C'était quand même un énorme spectacle, quoi. Enfin, c'était très triste, mais et notamment, je me souviens, je sais pas si on le revoit dans le documentaire, mais il y a il tourne un téléfoot en direct. Oui, oh là et là. Il y a Franck Ribéry qui débarque en tong en plein milieu du direct pour intervenir et c'est incroyable, quoi. Un moment de télé vraiment. C'était pas prévu et d'un seul coup il débarque en claquette, ouais. Et il fait un grand discours sur et en fait c'est ça toute l'ambiguïté du truc, c'est que en fait leur problème à eux, aux joueurs à ce moment-là, notamment Evra et Ribéry, c'est pas que les déclarations qui sont sorties dans la presse sont fausses et du coup que la presse a dit n'importe quoi et a inventé une citation. En fait, leur problème, c'est qui a fait sortir cette info, quoi. Et donc c'est ça qui est très ambigu et qui est pas trop remis en question dans le documentaire. Par contre, il y a un truc très intéressant que j'avais oublié, c'est le rôle de Roselyne Bachelot dans toute cette histoire. En fait, Domenech n'a plus aucune autorité. Et en fait, il y a Roselyne Bachelot, qui est ministre des Sports à ce moment-là, qui vient dans le vestiaire et qui leur fait un discours enflammé sur en gros, sauver la France ou je sais pas quoi. Et là, t'as le témoignage des joueurs qui trouvent que cette déclaration est super, quoi. Ça remotive les troupes et tout. Et après, tu vois que Roselyne Bachelot, quand le fiasco est entériné, elle va à l'Assemblée nationale pour dire, pour les enfoncer, quoi. Elle dit c'est Caïd immature qui crée la terreur ou je sais plus quoi. Enfin, je sais plus la citation exacte, mais elle les trahit, quoi. Et donc tu vois à quel point ces gens sont véreux et sont prêts à faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Et évidemment t'as la récupération par Marine Le Pen et tout. Ça c'est le classique, quoi. Et malgré son discours enflammé, ils avaient quand même perdu le dernier match. Ouais, ils ont perdu 2-1, ouais. Ce qui était un moindre mal parce que quand même ils ont joué le match dans des circonstances très très compliquées. Ils ont perdu, mais c'était pas plus honteux que les matchs qui avaient précédé, quoi. Oui, et en plus il fallait pas, s'ils avaient pas joué le match, il aurait pu avoir des conséquences sur la France de se retrouver disqualifié d'une prochaine compétition, des trucs comme ça. Donc ouais, ça c'est bonne question. Je sais pas ce qui se serait passé s'ils avaient pas joué. Ah ouais, je pense que c'est catastrophique si tu déclares forfait à un match de Coupe du Monde, ça te met vraiment dans la merde pour plusieurs années à mon avis. En plus, le dernier match c'était face à l'organisateur de la compétition qui était l'Afrique du Sud, donc ça aurait vraiment foutu mal. Donc ouais, il parle pas trop de l'après, dans le documentaire. Il y aurait plusieurs documentaires à faire. Enfin, il y aurait une série documentaire à faire. Et il n'y a pas de théorie selon laquelle les vuvuzelas rendez fous? Non, on parle pas des vuvuzelas dans le documentaire, c'est dommage. Parce que c'est vrai que ça faisait les gorges chaudes de la presse à l'époque. Et... Ah, moi, ça me rendait taré en regardant les matchs à l'époque. Peut-être aussi que j'étais du coup dans un mauvais mood à cause de l'équipe de France. Ouais. Mais c'était spécial.
Mais j'avais oublié à quel point Domenech, il était affreux en interview partout. Enfin, ils ont mis à la tête de l'équipe de France pendant des années un gars qui était complètement incompétent, quoi. Que ce soit dans la communication ou même dans la tactique et tout, il faisait n'importe quoi. Et d'ailleurs, des années après, il a été engagé pour entraîner Nantes et ça a été vraiment un fiasco total. Ouais. Je crois que c'est zéro victoire et avant de se faire têche. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il est chroniqueur à l'équipe, quoi. Enfin, il va sur l'équipe télé faire des débats. Après ça, en fait, il a toujours été plutôt bon dans cet exercice, en tout cas dans ce que les gens apparemment attendent de cet exercice, c'est-à-dire d'être un connard qui dit n'importe quoi tout le temps. C'est ce qui est un peu ce que font tous les autres chroniqueurs sportifs. Et c'est ce qu'il faisait, et c'est comme ça qu'il a rencontré Estelle Denis, c'est-à-dire qu'avant d'être entraîneur de l'équipe de France, il était sur TPS, il commentait les matchs, quoi. Ouais. Je pense qu'il est bon à ça, effectivement. Mais après, dans le documentaire, il dit cette une de l'équipe a ruiné ma vie et tout. Mais en fait, c'est ses potes, donc, je veux dire, il est pas une contradiction près, quoi. C'est comme Adil Rami, quoi. Si un jour on a le malheur de nommer Adil Rami entraîneur de l'équipe de France, c'est ce genre de bouffon, en fait. Ouais. C'est un gars qui était pas très bon au foot, qui a une grande gueule, qui aime se placer. Et surtout, c'était un joueur très très rugueux, je crois. Il se prenait des cartons rouges tout le temps. Oui. Ça correspond au personnage, quoi. Avec sa grosse moustache. Ouais, il dit qu'il était détesté en tant que joueur aussi, quoi. Donc ça, c'est dans la continuité. Mais tu vois un mec qui se remet jamais en question, et en fait lui, il dit qu'il a jamais entendu les mots qui ont été écrits dans l'équipe. Mais à l'époque de l'exclusion d'Anelka, il a confirmé que c'était ça qu'il avait dit. Donc en fait, encore aujourd'hui, il continue à dire n'importe quoi et tu peux pas lui faire confiance, quoi. Et d'un point de vue cinématographique, c'est intéressant ou c'est juste des interviews face cam? Alors c'est très Netflixesque. Ouais. Il y a des effets de visuel tout le temps, des espèces d'effets d'annonce, des interviews et tout, un peu tout le temps. Enfin, j'allais dire, ça monte en épingle, pas forcément de manière très justifiée, mais quand même si, parce que tout est un peu aberrant dans ce qui se passe. Donc pour le coup, c'est en faire des caisses comme ça peut être justifié, quoi. Parce que pour le coup, dans les documentaires sur le foot, si les gens l'ont pas vu ou qu'ils étaient trop jeunes pour avoir connu la Coupe du Monde 98, il y a le documentaire Les yeux dans les bleus, qui est vraiment génial, quoi. Enfin, c'est un truc d'immersion avec, t'as vraiment des personnages, des trucs. Enfin, c'est trop bien foutu. Ouais. Et j'ai un autre exemple, il y a eu une sorte d'équivalent, une volonté de faire un peu le même genre de documentaire en immersion sur l'Allemagne à la Coupe du Monde 2014. C'est celle où ils font le 7-1 contre le Brésil et ils gagnent en finale contre l'Argentine. Ouais. Et c'est vraiment à l'image des clichés de l'équipe d'Allemagne, c'est chiant à mourir, quoi. C'est hyper lisse, c'est nul. Il y a pas le début d'un personnage. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est vraiment, je déteste. Ok. Donc, je recommande pas celui-là. Il n'y a pas d'équivalent de Muscle ton jeu Robert par Joachim Löw. Ah non, mais c'est vraiment l'absence de personnalité totale. Enfin, c'est vraiment, j'aime pas trop l'équipe d'Allemagne au foot et vraiment, c'est insupportable. Faut qu'on parle d'Obsession et de Backrooms. Ouais, on en avait parlé au début. Maintenant. On l'a dit en début d'épisode. Et alors, juste avant, j'avais deux trucs que je voulais mentionner parce qu'il y a deux films un peu importants que j'ai vus avant de parler d'Obsession et de Backrooms. J'ai vu le nouveau film de Steven Spielberg. Ah oui, qui s'appelle Disclosure Day. Et j'ai été assez déçu. Ah ok. Sur une thématique donc d'extraterrestre qui est une des marottes de Spielberg. Il a déjà fait 4-5 films sur ce sujet-là avec des angles différents. Et là, je sais pas, il y a un truc... ça marche pas. Je trouve il y a même en fait, il y a quelques moments de bravoure dans le film et des trucs où tu vois que c'est quand même Spielberg à la mise en scène et qui sait faire certaines choses, mais aussi par moments, ça me paraît, je sais pas comment dire. J'ai un exemple à un moment où tu as un personnage, il y a toute une sorte d'équipe de SWAT avec plein de voitures qui débarquent pour encercler une maison. Et le personnage, il est dans le champ derrière la maison. Et en fait, tu le suis qui est un peu penché derrière les barrières pour aller s'infiltrer et récupérer une voiture. Et en fait, tout le plan... Enfin, tu crois pas une seconde que les gens le voient pas, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Ah oui. Et ça gâche juste le suspense de la scène, quoi. Enfin, il y a un truc... ça paraît trop bizarre, quoi. Mais alors, des petits détails comme ça. Une question que je me pose...
à son âge, Spielberg, est-ce que c'est lui qui continue de tout faire sur ses films? Parce que souvent les vieux réals, ils ont quand même des équipes qui leur déchargent un peu du travail, donc peut-être qu'il y a certains trucs où ils se désengagent un peu. Enfin, je me demande, hein, j'en sais rien du tout. Mais... très bonne question, et j'avais déjà entendu ça à propos de Clint Eastwood. Ouais. Où j'avais entendu quelqu'un qui connaissait le chef-op et qui disait oui, ça le saoule, il est trop vieux pour s'occuper du cadre, il check vite fait, et donc enfin, tu vois, genre, je pense qu'il y a un âge où en tout cas il met plus forcément trop l'œil dans l'œilleton ou machin, donc il y a peut-être des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Surtout pour des films d'action comme ça, à la limite des films un peu plus intimistes, tu peux imaginer, je sais pas, il y a ce réal portugais là qui avait plus de 100 ans et qui continuait de faire des films. Voilà, ça là, c'est De Oliveira, Manuel de Oliveira, il continue à faire des films à 100 ans. Mais ouais, Spielberg, c'est peut-être un peu plus, ça demande plus de ressources d'énergie, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, donc c'est pas que de l'action, il y a aussi tout un truc un peu philosophique, voire religieux, et sur la question de l'existence des extraterrestres. Et il y a toute une séquence un peu de reveal à la fin, qui est que je trouve un peu vieillotte, assez ratée. Enfin, en fait, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être embarqué par l'esprit du film. Ouais. Mais c'est faible en fait. Enfin, c'est. Ok. Ouais, Enfin, c'est quand même simple. Et aussi, alors, problème, mais ça, c'est vraiment le problème qu'on dénonce depuis des années, c'est beaucoup trop long. C'est ce que j'allais dire, c'est moi, je voulais le voir, mais j'ai vu 2h25, je me suis dit, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Ah, c'est long. Ouais. C'est long pour ça aurait pu être plus court. Et ouais, il y a un truc. En fait, on est à plein de moments pas loin du ridicule. Okay. Et il y a quand même, en fait, moi je suis toujours quand même un peu client du côté prendre le parti du rêve, quoi. Enfin, il y a un truc et même de la foi, enfin de la foi dans le cinéma ou dans ce que tu veux d'ailleurs. Mais ouais, ça m'a un peu, ça m'a pas embarqué, quoi. C'est vraiment, je pense, un film que peut-être je reverrai jamais, quoi. Ok, bah tu m'as bien déchauffé là. Je vais peut-être pas y aller. Et l'autre film que j'ai vu, du coup, j'y suis allé avec ma fille, c'est Toy Story 5. Ouais. Et que j'ai vu du coup en VF avec Jonathan Cohen dans le rôle de je vais inventer le nom parce que je me rappelle plus, j'allais dire Popopot, mais c'est pas ça, c'est une sorte d'assistant électronique pour apprendre à aller aux toilettes. Ok. Je sais plus comment, je l'appelais Popopot, mais c'est pas ça. Je sais plus comment il s'appelle. Et ouais, il y a Laura Felpin dans le rôle de la tablette. Il s'appelle Lilypad. Ah, c'est pas la même chose. Je pensais que tu me parlais de la tablette là avec Popo. Non, Popopod, c'est un truc moins. La tablette, c'est vraiment une vraie tablette, un peu type iPad, mais pour enfants. Un rouleau-pot. Et rouleau-pot, ça, tu vois, j'étais pas loin. Popopod, c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'il a un peu un design de rouleau de PQ. Et en fait, c'est pour te dire, tu fais la petite commission ou la grosse commission. Enfin. D'accord. Mais en fait, il y a vraiment, encore une fois, ça c'est ce que j'adore dans Toy Story et dans la plupart des Pixar, mais particulièrement dans Toy Story, c'est vraiment, il y a plein d'idées, quoi. C'est trop marrant. Enfin, ils vont vraiment creuser à fond le truc. Et donc là, la grande histoire, c'est de raconter les enfants qui jouent plus à des jouets parce qu'en fait, ils ont des jouets électroniques et des tablettes et des trucs comme ça qui font que ça bride un peu leur imagination. Donc ça promeut vraiment le fait de jouer et d'inventer des histoires avec ses jouets. Et d'ailleurs, ma fille a un peu justement eu cette réalisation, c'est qu'elle disait, je savais pas qu'on pouvait vraiment jouer avec des jouets, quoi. En fait, inventer tes propres histoires. En fait, c'est-à-dire que jusque-là, elle avait tendance à jouer un peu premier degré. C'est-à-dire, je sais pas si elle a jeu de docteur, elle joue au docteur, ou jeu de, je sais pas, elle a une petite caisse, elle joue à la marchande, quoi. Mais en fait, prendre juste des personnages et inventer une histoire. Ou aussi, elle a les personnages, par exemple, elle a les personnages de Vaiana, elle va jouer à Vaiana. Ouais. Mais là, il y a le film met vachement en avant, un peu comme c'était fait dans le film Lego aussi, le côté de tu t'en fous, en fait, tous les personnages peuvent être ce qu'on veut et on s'invente des histoires et des aventures et tout ça. Et donc ça l'a un peu inspiré. Et il y a aussi un truc un passage un peu sur le cyberharcèlement. Ok. Qui est plutôt en tout cas
toujours bien, je pense, d'éveiller, d'aborder le sujet, même si je trouve que c'est un peu traité en surface, et notamment, il y a un peu un côté, il suffit d'éteindre la tablette et t'es plus concerné par le cyberharcèlement. Alors je pense que c'est quand même plus compliqué que ça. Et tu vois jamais les autres enfants qui sont impliqués dans le harcèlement, donc il y a un peu un sujet autour de ça. Mais l'aventure est cool. En fait, tous les personnages, moi j'adore Toy Story, donc les personnages, t'es content de les retrouver. Il y a plein d'idées. L'animation en fait, c'est vraiment grisant quand tu repenses au premier Toy Story. Les progrès visuels, c'est juste, on est habitué à ça, mais c'est hallucinant en fait visuellement. Et donc ouais, j'ai plutôt bien aimé. Ok, d'accord. Moi j'ai entendu dire que c'était quand même plutôt décevant par rapport au précédent, mais après peut-être que y a une lassitude aussi. Je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens où je trouve on a atteint vraiment le sommet avec Toy Story 3, qui pour moi est vraiment un film génial. D'ailleurs, j'en ai parlé je l'ai pas dit tout à l'heure, j'avais un peu fait une sorte de tournée des podcasts parce que je suis allé dans le Moscast, et j'ai aussi fait le podcast de Patrick Beau au moment du Culture Fest, et je crois que l'épisode doit sortir bientôt. Ouais. Et on a parlé de Toy Story 3 dans le podcast. Et ce que j'allais dire, c'est que par rapport au dernier Pixar, je trouve que ce soit Jumpers ou Luca ou d'autres comme ça qui sont un peu faibles. Ouais. Je trouve que effectivement le Toy Story 5 est un peu en dessous du meilleur de ce qu'on a aimé dans Toy Story, mais la franchise est peut-être un peu au-dessus des derniers Pixar, quoi. Et moi, les derniers Pixar que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Vice Versa, et puis avant Wall-E, qui pour moi sont vraiment le top du top. Mais ça commence à faire longtemps. Et Vice Versa 2, tu l'avais vu ou pas? Vice Versa 2, j'ai été assez déçu. Ok. Ouais, peut-être qu'ils mettent le paquet sur Toy Story, genre peut-être les meilleures équipes. Parce que et aussi, tout simplement, c'est Andrew Stanton. C'est Andrew Stanton aussi, là, qui pour moi est un des meilleurs réals de Pixar. Donc c'est quand même très solide. Il y a plein d'idées. Enfin, il y a des trucs trop marrants. Il y a de l'aventure. Franchement, on peut être déçu, mais c'est quand même, le niveau est quand même très haut, quoi. Si je compare à la moyenne des films pour enfants, que j'emmène voir ma fille, on est dans le très haut du panier, quoi. Donc voilà. Et sans transition, Obsession. Alors Obsession, c'est un film de youtubeur, non? J'ai cru comprendre ça, mais ouais. Donc c'est deux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu sais parce qu'on associe beaucoup les deux, et les deux films, donc Obsession et Backrooms, sont très associés dans en fait le buzz qu'ils font aux États-Unis et en France. Toi, qu'est-ce que tu sais des films? Qu'est-ce que tu as entendu? Alors, sur le point commun entre les deux, je sais que c'est deux films de gens qui ont percé d'abord sur Internet, et que c'est deux films qui ont quasiment rien coûté et qui font des résultats extraordinaires. Et d'ailleurs, ça permet de rebondir un peu sur ce qu'on disait sur Saw à l'épisode précédent, c'est que on avait fait le top 10 des films d'horreur les plus rentables, et je pense que les deux films sont rentrés dans le top 10 récemment, là. Ouais, je crois que Obsession est devenu le top 3. Ok. Et son exploitation est pas terminée, donc c'est vraiment énorme. Et après, Obsession, je sais pas trop de quoi ça parle. Backroom, je sais que c'est plus ou moins... alors je sais pas s'il y a du found footage, mais en tout cas, la série YouTube de base, c'était du found footage dans un espace un peu bizarre. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Moi, je connaissais rien sur Backrooms avant de voir le film, et depuis, je suis un peu rentré dans le terrier de lapin, là, le rabbit hole, comme on dit, et j'ai vraiment bouffé de la vidéo, et du coup, j'ai rattrapé toute la série, donc qui a été réalisée à 16 ans par le réalisateur de Backrooms. Donc là, le réalisateur de Backrooms, il a 20 ou 21 ans. Kane Parsons. Et il s'appelait, et sa chaîne, c'est Kane Pixels. Enfin, son pseudo de créateur, c'était Kane Pixels. Ouais. Et oui, et le premier épisode de la série, c'est genre 85 millions de vues sur YouTube. Donc, c'était déjà un énorme carton sur YouTube. Et le premier épisode est du found footage, mais il a créé tout un truc avec des épisodes de durée et de forme très variées. Il y a, je crois, 24 épisodes. Ouais. Parfois un truc de 1 minute qui est une sorte de rapport, et il y a quelques épisodes qui sont du found footage, il y a des trucs qui sont une sorte de pseudo-documentaire, enfin il y a un peu de tout. Mais alors justement, moi j'avais vu le premier épisode que j'avais trouvé super,
Et après, j'ai voulu continuer et ça m'a un petit peu saoulé toute la backstory. Et enfin, après, c'était pas désagréable à regarder, mais j'ai pas eu le mouvement de me faire l'intégralité. Et parce que je trouve que, en fait, oui, chaque vidéo est un élément d'une sorte de gros dossier. Enfin, après, je sais pas si c'est le cas les 24 épisodes, mais c'est plus ou moins des fichiers retrouvés dans des ordinateurs, et donc tu regardes chaque truc un par un, et après tu reconstitues le puzzle. Et voilà, c'est vraiment un puzzle, et les trucs, enfin, dans son lore à lui, on est sur des documents qui datent à peu près des années 90. D'ailleurs, dans le film aussi, ça commence par un found footage, comme commence la série, et qui est un found footage censé être tourné dans les années 90. Et aussi sur le côté found footage, il y a un élément, on parlait de Blender tout à l'heure. Donc lui, à 16 ans, en fait, il fait le décor des backrooms sur Blender, donc en 3D. Et justement, il y a ce filtre un peu caméra vidéo qui permet un peu de noyer le poisson et de donner l'impression que c'est réel, quoi. Ouais. Et en fait, avant ça, moi, je suis tombé, du coup, pour bien tout comprendre, dans les vidéos de Feldup qu'il a fait sur les backrooms, sur la série du gars, et donc sur tout le sujet. Et il a notamment 2 super vidéos qui sont hyper intéressantes, hyper fouillées, qui sont trop cool à regarder si vous avez vu le film ou vous avez envie d'en savoir plus. Et donc, en fait, la série de Kane Pixel, elle s'inspire d'un lore créé sur Internet à partir de, je crois, 2018-2019, sur les backrooms, et qui part d'une photo d'une sorte d'espace de bureau avec des murs jaunes et des vieux néons. Et en fait, c'est un exemple, cette photo, de ce qu'on a appelé après les espaces liminaux, et qui sont en fait des endroits pseudo-modernes, enfin à la fois modernes et vintage, mais un peu déserts, des endroits qui paraissent à la fois familiers et en même temps très malaisants. Okay. Et ça a été une mode et toute une esthétique sur Internet, et que ça soit cette image ou plein d'autres images, tu vois, ça peut être genre, je sais pas, un centre commercial désert ou désaffecté, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des images qu'on voit passer de temps en temps, et qui ont nourri toute une esthétique. Et en fait, cette photo, donc la première photo des backrooms, a été partagée sur 4chan par un compte anonyme, je crois en 2018 ou 2019, justement dans un topic où les gens demandaient des photos de trucs malaisants, quoi. Et ensuite, ça a été associé à un texte qui décrit le concept des backrooms et qui explique que tu peux tomber dans les backrooms et après tu peux plus en sortir. En fait, tu tombes dans les backrooms en faisant un no-clip, qui est un terme de jeu vidéo où quand tu traverses la texture, quoi, tu traverses le décor. Ok. Donc ça, c'est le début du mythe des backrooms. Et ensuite, il y a eu un wiki sur Internet, donc un projet communautaire, où ils ont commencé à documenter les backrooms. Donc en fait, les gens collectivement ont exploré, entre guillemets, les backrooms, et ont commencé à décrire, il y a le niveau 1, le niveau 2, machin, et décrire un truc un peu terrifiant. Et donc c'est un projet d'horreur communautaire sur Internet, avec des milliers de personnes qui ont nourri ce mythe, et qui l'ont vraiment décrit. Et donc il y a une vidéo de Feldup qui décrit en détail les différents niveaux et qui explique tout le mythe des backrooms. Donc il n'y a pas que Ken Parsons qui a créé l'univers. D'accord. Non, pas du tout seul. Lui, en fait, il s'est emparé de ça et il a créé une fiction, donc sa série vidéo, sa web-série, à l'intérieur d'un univers préexistant. Et en plus, il s'est concentré en vrai sur une toute petite portion des backrooms. Donc, je disais, tu vois, il y a une infinité de niveaux. Enfin, c'est un monde immense, sans fin, quoi. Et lui, il s'est concentré sur certains trucs, et même dans sa série, comme tu disais, il y avait déjà une fiction avec une corporation, donc il expliquait l'origine du truc, ce qui ne recoupe pas forcément le lore de la version du wiki. Donc en fait, il y a aussi plein de sous-branches dans la manière dont les backrooms ont été décrites. Et le film, du coup, lui, est un prolongement
de la sous-branche qu'il avait fait avec sa série, mais qui est encore un peu différente et qui tire encore plus le film vers de la fiction classique, quoi. Le film ressemble à un film, c'est-à-dire tu peux complètement aller voir le film, et ça a été mon cas, en n'ayant aucune info sur le background et sur d'où ça vient, rien connaître de l'univers. Ça reste un film de fiction avec des personnages, des acteurs et tout ça. Et ce que j'ai un peu vu, alors j'ai pas regardé trop le détail de la réception des gens, en fait, entre les gens qui connaissent bien les backrooms et les gens qui découvrent, j'ai l'impression que ça a pas, enfin, qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus, notamment par le fait qu'un des concepts des backrooms, c'est justement l'exploration. Et c'est un peu le cas de la scène de found footage d'ouverture, où tu as vraiment ce truc stressant, où tu es en POV, et tu te dis, putain, à chaque recoin de couloir, il y a un truc inquiétant qui peut me tomber sur la gueule. Et en fait, après, le film raconte une histoire. On suit un personnage qui découvre l'accès aux backrooms. Il y a toute une intrigue, et c'est, ça se tient bien. Ouais. Mais on perd un peu le côté exploration, quoi. C'est pas le film où tu vas de plus en plus profondément dans les backrooms. La fin du film va même, conclure une intrigue. Moi, ce que je trouve plutôt bien, je trouve qu'il en fait quelque chose d'hyper cinématographique. Le truc qui m'a le plus bluffé, qui m'a vraiment même franchement subjugué, c'est le travail visuel, la mise en scène, le boulot de décor, quoi. En fait, c'est visuellement, c'est hyper fort. Il y a vraiment un truc. C'est des effets spéciaux numériques ou c'est des décors Alors, j'ai pas creusé ça. Je pense que, en tout cas, ça paraît très réaliste. Je pense que, après, il y a certains moments où c'est sûr qu'il y a des effets spéciaux numériques, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de décors réels. Ouais. Il y a même des plans. Donc, il joue aussi avec différents régimes de caméra. Donc, parfois, on va être sur des trucs type found footage, et après, on est aussi en écran large et avec une image très chiadée, et c'est aussi très joli. D'ailleurs, il y a notamment un plan de genre 2 secondes où tu vois tu vois la ville vue d'un champ en hauteur, et il y a une sorte de... en fait, la géométrie du plan, j'ai trouvé ça super beau. Et il y a plein de trucs. À un moment, il y a aussi une sorte de travelling où tu rentres en profondeur de plus en plus dans les étages des backrooms, et tu vois un même décor qui se dégrade et qui devient de plus en plus abstrait. Tu as des idées visuelles. Visuellement, moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ok. Et après, l'intrigue, on reste sur un film d'horreur avec des moments, des rebondissements, du stress, des créatures qui te poursuivent, des trucs comme ça. Ça fait peur ? Ça fait pas si peur. Okay. Il y a pas tant de jumpscares. C'est très, très angoissant. En fait, tu te mets dans une ambiance, mais ça fait pas si peur. En fait, je pense que justement qu'il y a des gens qui peuvent... si tu veux trop y aller pour la peur, tu peux être un peu déçu. Après, si t'es pas un tout petit peu à l'aise avec les films d'horreur, c'est quand même chaud, quoi. Ouais. Non, mais moi, j'aime pas les films de peur, donc, j'aime pas les films de jumpscare, donc je pense que c'est plus un film fait pour moi, justement. Un film où c'est une angoisse diffuse. Il y en a quelques-uns des jumpscares, mais c'est normal dans un truc où à chaque recoin du couloir, il peut y avoir un truc, mais ils sont pas abusifs. Okay. Et je trouve que l'histoire qui est racontée, par ailleurs, et surtout l'univers. Donc moi, ça a été mon introduction au concept des backrooms. Donc par ailleurs, toute la richesse thématique, là, j'ai bien compris qu'elle ne tient pas que de lui, et qu'elle repose sur même une œuvre collective et un travail collectif hyper intéressant. Mais par contre, justement, toute cette richesse thématique, moi, elle m'a beaucoup intéressé, parce qu'en fait, tu peux projeter dessus plein de réflexions. Notamment, j'ai plein de questionnements autour des IA que je projette beaucoup là-dessus. En fait, le fait de créer une sorte de monde de pensée imaginaire, un monde de pensée virtuel et infini. Je peux faire un peu ce parallèle, et en fait, comment ça se représente matériellement. Il y a plein de sujets qui m'intéressent, et dont je trouve une représentation artistique avec ce film. Ok. Et
Et puis après des thématiques aussi plus intimes qui sont traitées de manière assez intéressante sur les traumas, sur la folie, sur plein de choses. Donc c'est un vrai bon film d'horreur. C'est pas juste un événement. C'est même un vrai bon film tout court pour moi. Okay. C'est vraiment un super film. Et le fait de faire ça à 20 ans, en ayant même fait la série sur Blender à 16 ans, moi, ça me dépasse totalement. Enfin, c'est fou parce qu'en plus, enfin, comme tu dis, après, on adhère ou pas au procédé narratif, le fait de... Mais en même temps, justement, ce que tu décrivais, d'avoir un truc un peu hétéroclite et en fait... tu sais pas, tu vas creuser, tu vas chercher et t'as des documents de forme très variées, bah, c'est très adapté à YouTube, au fait que du coup, il peut y avoir des commentaires. Enfin, c'est ça, c'est que tu crées une forme d'art qui est vraiment adaptée à ton média, quoi. Et je trouve intéressant qu'il ait fait aussi, quand il fait un film, il fait vraiment un film, quoi. D'ailleurs, oui, c'est ça. Dans le film, il n'y a pas du tout cet aspect document hétéroclite. C'est pas du tout ça le. Enfin, un peu. Il y a plusieurs régimes d'images, mais il n'y a pas trop de trucs abscons. Ok. Et là où, en revanche, je pense que ça reste quand même quelqu'un d'Internet. Et ça, j'ai pas trop creusé, j'ai pas trop vu, mais je pense c'est un film sur lequel tu peux avoir 1000 théories. Et donc, je pense que là, ça va être beaucoup discuté sur les subreddits, sur les forums et tout. Il y a tel détail, il y a tel moment. En fait, tu peux l'interpréter comme ça. Enfin, je pense qu'il y a aussi une richesse ludique à explorer dans le film. Et je pense qu'il a mis plein d'easter eggs et de. Enfin, je pense que c'est un film intéressant pour nos amis de la théorie de Graham. Ils peuvent faire, ils peuvent se perdre là-dedans et faire une théorie de fou, quoi. Du coup, je recommande Backroom, c'est un super film. Et je recommande aussi Obsession, qui est dans un style très différent. Ouais. Obsession, toi, du coup, tu sais pas du tout ce que ça raconte. Non, mais je sais pas ce que ça raconte. Enfin, si, j'ai une histoire de relation de couple, non, qui part en couille. Et en fait, ça me paraît. Enfin, j'ai envie de voir les deux, mais comme ça, sans en savoir grand chose sur les deux, j'étais quand même beaucoup plus attiré par Backroom. Parce qu'Obsession, j'ai le sentiment que ça va être un film d'horreur un peu plus classique, quoi. Mais tu vas me dire. Totalement. Obsession, on est sur un vrai film d'horreur classique dans la veine de l'elevated horror A24 et donc l'horreur un peu chic et en même temps, enfin, on est à la fois sur l'héritier de l'horreur moderne type Blumhouse, mais avec aussi une sorte de vernis un petit peu plus chic, même dans la mise en scène, dans l'image et tout ça. Et en revanche, il y a un fond thématique qui est super intéressant. Le réalisateur d'Obsession qui s'appelle Curry Barker, lui, il est super jeune aussi, il a 26 ans. Okay. Et alors, en fait, Obsession, ça parle en fait d'un mec qui est hyper amoureux d'une de ses amies et qui, à un moment, dans une boutique un peu ésotérique, va trouver un sort. Mmh. Et il va l'acheter. Et en fait, avec ce sort, le principe, c'est une sorte de bâton. Et si tu fais un vœu, quand tu le brises, le vœu se réalise. Et un soir, alors qu'il dépose donc la fille dont il est amoureux, qui s'appelle Nikki, il la dépose chez elle. Et après l'avoir déposée, en fait, il fait le vœu qu'elle tombe folle amoureuse de lui. Ok. Et ça va mal tourner. On dirait le début d'un chair de poule. c'est très schématique comme pitch, j'aime bien. Oui, d'ailleurs, la boutique où il achète le sort est vraiment, ça paraît totalement tiré d'un chair de poule. Et en fait, là où je trouve le film très intéressant, enfin, il y a plusieurs grosses qualités. Moi, là, si je peux commencer par une des faiblesses du film, moi, je trouve que c'est un peu sa mise en scène, même s'il y a plein de trucs réussis dans la mise en scène. Il y a des moments où ça manque un peu d'idées visuelles et où notamment je trouve qu'il abuse de la musique pour ses effets, quoi. C'est-à-dire que parfois il va vraiment limite faire du jumpscare musical ou être très très lourdeau avec la musique, quoi. La musique te dit vraiment que tu dois stresser. Enfin, il y a même des trucs qui sont anodins visuellement et en fait la musique te met dans un truc et là je trouve qu'il en abuse un peu, mais je crois je suis pas si client justement des films d'horreur récents et je crois que c'est un peu la tendance
depuis quelques années, quoi. C'est un peu, ça se fait comme ça, quoi. Donc j'en suis pas totalement sûr, mais c'est un peu l'impression que j'avais que voilà, c'est comme ça l'horreur. Tu comparais à A24 et à Blumhouse, pour moi c'est quand même deux approches très différentes. A24 c'est quand même plus justement des films d'ambiance et il y a pas tant des jumpscares et des trucs comme ça, alors que Blumhouse j'ai plus cette image de un peu grand guignol. Oui, effectivement, en fait pour être plus précis, Backrooms c'est A24. Et Obsession, c'est Blumhouse. Ah oui, d'accord, ok. Mais je dirais que Obsession tire vers A24, quoi. Et notamment pourquoi ? Pour justement le fond thématique du film, que je trouve super intéressant. Parce que d'ailleurs, il y a un autre film Blumhouse, un peu d'auteur que j'avais beaucoup aimé, c'est The Visit de Shyamalan, qui avait un peu relancé à un moment sa carrière et que je trouve un film d'horreur assez efficace. Ouais. Mais du coup, oui, le fond thématique, en gros, ce que ça raconte à travers cette histoire, c'est que en fait, s'il fait ce vœu et que en fait, il veut comment dire ingérer sur les sentiments de cette fille, c'est qu'en fait, il considère que c'est une manière de considérer que son désir à lui est plus important que son désir ou son consentement ou sa volonté à elle, quoi. Et en fait, ça, pour moi, et c'est toute la métaphore du film, c'est l'aboutissement ou la démonstration par l'absurde de l'absurdité de la pensée incel, en fait. Les incels, je crois que c'est une sorte de contraction de involuntary celibate, quoi. Enfin, les célibataires involontaires, et qui a donné lieu à tout un truc très répandu sur Internet de masculinistes, en gros, qui en veulent aux femmes enfin, ils se sentent seuls et ils considèrent que c'est la faute des femmes. Enfin, il y a toute une pensée autour de ça. Et en fait, le truc, c'est que mais les femmes, c'est des personnes, quoi. Donc en fait, elles peuvent être attirées par toi ou pas être attirées par toi. Elles peuvent être amoureuses de toi ou pas amoureuses de toi. Mais c'est pas que dans ta tête que ça se passe, quoi. Et le film, il parle de ça. C'est tu veux, en gros, tu veux une poupée gonflable, quoi. Enfin, tu veux une créature, quoi. Et du coup, c'est ça en fait qui se réalise. C'est-à-dire que t'as la Nikki, ça devient quelqu'un qui n'existe plus par elle-même et qui ne pense qu'à lui, quoi. Ah, ok. Et c'est terrible, en fait, ça. Ouais. Et du coup, ça se passe mal pour lui, quoi. Et ça devient oppressant. Et en même temps, il met du temps à avoir le recul de ça. Et en fait, au début, il est un peu même content de, voilà, ça s'est réalisé, c'est ce qu'il voulait, mais en fait, il va apprendre à ses dépens que c'est affreux, en fait, comme idée. Et alors, est-ce que lui, c'est un personnage d'incel, ou alors est-ce que c'est plus un mec paumé, un espèce de geek, genre Code Lisa, quoi, ou... Ouais, c'est un geek paumé, mais en fait, le truc, c'est que la frontière entre l'incel et le geek paumé, elle est assez fine, en fait. D'accord. Et c'est en fait, elle est liée aussi à tes actes. Et du coup, pour moi, en fait, c'est intéressant parce que dans la construction narrative du film, elle est la menace, et elle, enfin, dans tous les moments de suspense et voire de gore qu'il va y avoir dans le film, elle est un peu la créature. Donc sur les modèles de cinéma d'horreur classique, elle est l'antagoniste et la créature. Par contre, dans ce que le film raconte et dans la réalité, en réalité, le méchant, en fait, c'est lui, quoi. C'est lui qui est le problème, en fait, dans le film. Et c'est, donc il y a plein d'idées. Enfin, j'étais peut-être même un peu dur avec la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein d'idées visuelles, de trucs qui sont vraiment très marquants. T'as vraiment des trucs qui fonctionnent hyper bien. Et il y a un truc dans le film qui crève l'écran, c'est l'actrice principale, qui s'appelle Inde Navarrete, et elle est exceptionnelle, quoi. Enfin, ce qu'elle fait, pour moi, c'est une des plus grosses découvertes des dernières années. Je m'attends à ce que ça devienne une énorme star, quoi. Okay. Elle fait une prestation complètement dingo. Et donc ouais, je pense que tu as bien cerné en fait le profil des deux films, et je suis d'accord qu'il y a beaucoup plus de chances que t'aimes Backrooms que Obsession. Enfin, ça te correspond plus en tout cas à ce que t'attends des deux films. Par contre, Obsession est quand même super super intéressant à voir, super cool à voir,
Et l'actrice, elle est vraiment dingue, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc. Ok. J'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Bah, les deux me tentent bien, en tout cas. Je pense que je vais d'abord voir Backrooms, mais la description que tu me fais de Obsession, et puis pour ma culture personnelle aussi, parce que c'est le 3e film d'horreur le plus rentable, et peut-être 2e et premier en fin d'exploitation. Donc, il faut en profiter d'ailleurs, parce que ça fait quand même un certain temps qu'il est sorti, et il est toujours à l'affiche, parce que du coup, ça continue à bien marcher. Ouais. Et d'ailleurs, oui, c'est marrant justement sur ce que je disais, je faisais le distinguo Blumhouse et A24, et c'est marrant sur les distributeurs français, il y a presque le truc inversé, parce que c'est Le Pacte qui distribue Obsession, donc qui est plutôt un distributeur de films d'auteur, qui distribue plein de films cannois, etc. Et c'est Metropolitans qui distribue Backrooms. Donc, ça montre que les deux films sont quand même à la frontière de cette typologie-là. Ou alors les frontières sont en train de disparaître entre ces deux types de films d'horreur. C'est ça, mais c'est deux quand même films super intéressants qui apportent quelque chose de nouveau. Après, même qu'on aime pas les films, il y a quand même une proposition qui change, qui est hyper quand même enthousiasmante. Enfin, c'est pas une énième adaptation de licence de je sais pas quoi. Ouais. Et c'est des gens qui sont issus d'Internet, très jeunes. Donc c'est très cool. Ça, c'est vrai que c'est cool. Des films originaux, quoi. Et là, ça vaut aussi pour le Spielberg, finalement, parce que Disclosure Day, je pense que c'est une histoire originale. Oui. Donc, j'allais dire, je le mets plus bas dans ma to-watch list pour remonter les deux autres. Mais Et oui, et le dernier truc que j'allais dire justement sur Obsession, c'est que je l'ai découvert au Hall le jeudi de la sortie. Salle complètement pleine, donc ça veut dire que le buzz avait déjà un peu commencé en amont, et que les gens étaient au taquet. Et en fait, voir un film d'horreur dans une salle pleine aussi, c'est cool, quoi. Enfin, il y a un truc, tu sens l'ambiance dans la salle. Enfin, les gens qui sursautent en même temps. Et j'ai vu Backrooms dans une salle où il se trouve qu'il y avait beaucoup moins de monde. Mais du coup, c'était adapté aussi au film. Ouais. Oui, il faut choisir sa salle en fonction des types de films. Ouais. D'ailleurs, c'est Patrick Beau, il disait que pour voir Backrooms, il voulait essayer de trouver une salle de cinéma en France qui ressemblait à un espace liminal, quoi. Avec un truc un peu désaffecté. L'UGC Paris 19, c'est pas mal, je pense. C'est là que je l'ai vu. Bon, on a fait un bon petit tour d'horizon de ce qu'on a vu et ce qu'on conseille à nos auditeurs. Il est peut-être temps de rendre l'antenne. Belle expression. Ouais, à vous, Cognac G. Non, à vous, Cognac G. Non, et dites-nous d'ailleurs, je pense que ça va être un épisode assez long. Dites-nous si vous aimez les épisodes courts, longs ou pas, quand on parle. Ouais, je pense que ça fait bien 2 heures qu'on parle. On va peut-être un petit peu remonter, mais c'est un season final assez exhaustif. Donc voilà, donc c'est la fin de cette saison de Calmos le podcast. On revient très bientôt et on vous dit donc bonnes vacances. Bonnes vacances.